Bienvenue dans le débat de France 24. C'est l'un des principaux protagonistes de la guerre civile qui déchire la Libye depuis maintenant 6 ans. Fayez al-Sarraj a pris tout le monde de court en annonçant hier son départ prochain. D'ici fin octobre, il quittera le gouvernement d'union nationale qu'il dirige, le seul reconnu par les Nations Unies pour céder, dit-il, sa place à un nouvel exécutif issu des pourparlers interlibyens en cours en Suisse et au Maroc. Faut-il y voir un énième coup de bluff dans cette partie de poker menteur ou bien le signe que la Libye, décidément, est bel et bien ingouvernable? On en débat avec Roumiana Ougarczynska. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de la Libye, ici en France, et auteur du livre Pour la peau de Kadhafi. C'est paru chez Fayard. Merci d'être avec nous. Également parmi nous, le général Dominique Trinquant. Bonjour. Vous avez dirigé la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci d'être avec nous. Avec nous, un peu plus à distance, cette fois, c'est Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, le CERMAM. Vous êtes avec nous justement en direct de Genève, là où se déroule, c'est une partie de ces pourparlers justement interlibyens. Et puis également avec nous, Jean Marcoux, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul et également professeur à l'IEP de Grenoble. Bonjour Jean Marcoux, merci d'être avec nous. Roumiana Ougarczynska, ce départ, est-ce qu'il scelle un constat d'échec? La situation est-elle à ce point désespérée? La situation est tout aussi désespérée qu'elle l'était il y a 2 ans. C'est effectivement très difficile de gouverner cette partie de la Libye qui est en proie quand même à une multitude, un patchwork de milices. Qui se sont longtemps affrontés jusqu'à l'attaque sur Tripoli qu'a initié le maréchal Haftar avec son armée. Donc, durant ces combats et ce conflit interne, ces milices se sont réunies. Et puis, depuis en fait qu'il y a un cessez-le-feu, les conflits qui existaient avant ont recommencé. Ces milices, en réalité, sont plus puissantes que les gouvernants à Tripoli et à Misrata. Et par ailleurs, il faut aussi l'avouer, depuis quelques mois et depuis qu'il y a une pression internationale extrêmement forte pour demander à ce qu'une période de transition soit trouvée, pour qu'un accord soit trouvé, pour qu'il y ait une unification, un gouvernement d'union. Il y a une pression très forte, mais en fait, cela a permis d'ouvrir les appétits de ceux qui veulent le pouvoir. Et il y a une lutte interne intense entre Sarraj et d'autres lobbies, je dirais, tripolitains, Misrati, surtout Misrati. Tout le monde sait que M. Bachaga aimerait bien, qui est le ministre de l'Intérieur et qu'on dit l'homme fort de Misrata, aimerait bien avoir la place de M. Sarraj. Alors on va écouter justement Fayez al-Sarraj hier annoncer son départ prochain d'ici donc fin octobre du pouvoir libyen. Écoutez. J'annonce à tous mon souhait sincère de céder mes fonctions à un prochain pouvoir exécutif avant fin octobre, au plus tard, avec l'espoir que la commission de dialogue du Parlement accomplira sa tâche et choisira un nouveau président du Conseil et un nouveau Premier ministre. Il est nécessaire de mentionner que le gouvernement n'a pas travaillé dans des conditions normales, ou même partiellement normales, depuis sa formation. Il a fait l'objet de complots à la fois internes et externes. Beaucoup ont essayé de nous bloquer de manière évidente et récurrente. Jean Marcoux, c'est un pouvoir longtemps contesté, il faut le dire, celui de Fayez al-Sarraj, qui avait mis du temps avant de pouvoir s'installer, qui finalement a, semble-t-il, obtenu l'avantage sur le terrain du mois face à l'offensive du maréchal Haftar et qui annonce soudain son départ. Comment comprendre cette annonce? Est-ce qu'elle est à contre-courant? Jean Marcoux, vous nous entendez? Elle est effectivement un petit peu surprenante, mais vous savez, je ne suis pas un spécialiste. Oui, oui, je vous entends, oui. Allô? Oui, on vous entend. Très bien, oui, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste de la politique libyenne, mais il me semble que je suis plus ici pour parler. Oui, mais on sait qu'une partie de ce qui se décide aujourd'hui de la Turquie dans le conflit. On sait qu'une partie de ce qui se passe aujourd'hui en Libye se décide notamment en Turquie. Oui,
la Turquie est effectivement très concernée par ce qui se passe en Libye. On a vu effectivement qu'il y a eu plusieurs délégations turques qui se sont déplacées ces derniers jours, que Fayez al-Sarraj avait été reçu il y a quelques jours à Ankara également. Et donc, effectivement, la question libyenne et en particulier la question du gouvernement libyen est importante puisque, comme vous le rappeliez, c'est la Turquie qui a très largement sauvé ce gouvernement récemment, au printemps, qui était confronté au printemps à une offensive du général Haftar, et ce gouvernement n'aurait probablement pas pu survivre si la Turquie ne lui avait pas apporté son aide, et en particulier une aide en troupes, en mercenaires finalement importés en Libye, mais également une aide en matériel militaire qui a été effectivement très importante et qui a enchaîné d'ailleurs une aide économique, enfin des pourparlers pour une aide et un soutien justement à ces gouvernements. Alors sur le plan de savoir qui doit exercer finalement le pouvoir politiquement, c'est très important. Oui. Cette offensive du maréchal Haftar, mise en échec donc par Fayez al-Sarraj, général Trinquant, vous comprenez malgré cela que Fayez al-Sarraj annonce aujourd'hui son départ, parce qu'on le voyait comme le grand vainqueur finalement des dernières semaines, parfois même contre toute attente, tant on avait dit au début de l'année que le maréchal Haftar avait une supériorité militaire sur le terrain. Non, je crois qu'il y a une succession d'événements qui conduisent à ce qui se passe en ce moment. Le premier, c'est que le maréchal Haftar a effectivement échoué devant Tripoli. Il a échoué pour deux raisons. La première, c'est effectivement, comme cela vient d'être souligné, l'afflux massif de l'aide turque qui a réussi à fournir des équipements, etc. Mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que les milices se sont unies pour ne pas laisser le maréchal Haftar prendre Tripoli. Donc ces deux événements ont fait que Haftar a échoué. Maintenant, deuxième échec, je rappelle que l'offensive devait partir de Tripoli vers Sirte. Et là, à l'évidence, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas capables de prendre Sirte. Donc il y a une espèce de blocage, une situation militaire gelée, dans laquelle, d'un côté, le maréchal Haftar, au passage, disparaît des négociations. On ne le voit plus. C'est Tobrouk, le Parlement de Tobrouk, qui reprend la main. Je crois que le maréchal Haftar a agacé beaucoup de monde, y compris ses alliés. Et donc, il a un peu disparu de la scène. De l'autre côté, effectivement, une fois que Sirte ne peut pas être pris, mais Tripoli ne peut pas être pris non plus, eh ben, le grand magma des milices qui, en fait, tiennent M. Sarraj, eh ben, se révèle. Et donc, je pense que derrière ça, et un sujet dont on ne parle pas, vous me permettrez de prendre mon béret bleu pour l'occasion, c'est qu'avant-hier, une résolution de l'ONU a reconduit pour un an la mission des Nations Unies en Libye, avec une articulation différente et une forte pression américaine. C'était les Américains qui voulaient absolument qu'il y ait un représentant spécial, donc après Mme Williams, qui était par intérim, d'avoir un représentant spécial et un coordonnateur. Et ce que je voudrais dire, c'est que M. Sarraj, en fait, c'était la marionnette et de l'ONU et de la Turquie. Parce que quelle était la légitimité de M. Sarraj ? Il avait été reconnu par la communauté internationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas été élu par le Parlement, il n'a pas été mis en place par les pouvoirs qui étaient en place en Libye. Et donc là, je pense que, si vous voulez, il y a à la fois, peut-être, et on verra, parce que je suis un peu plus optimiste que Roumania sur le déroulement actuellement, mais on verra ce qui va se passer. Est-ce que ça va être un échec majeur pour la Turquie ? C'est-à-dire son affilié qui lui a au passage vendu des puits de pétrole qui n'existent pas, mais enfin qu'il faut aller chercher dans la mer. Est-ce que c'est un échec de cette politique d'Erdogan ? Je rappelle, c'est Erdogan personnellement qui mène sa politique. La Turquie, en Turquie, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Et deuxième point, est-ce que l'ONU va reprendre la main de façon un peu plus équilibrée, disons, en prenant en compte l'avis, en particulier du Parlement de Tobrouk et la partie qui a Tripoli. C'est ce qui se passe actuellement dans les négociations, aussi bien au Maroc qu'à Montreux. Donc on va voir comment toute cette mayonnaise prend. Montreux en Suisse, on retrouve justement Hasni Abidi qui lui est à Genève. Où en sont ces négociations, Hasni Abidi ? Est-ce qu'elles expliquent aussi en partie, comme semble le dire lui-même Fayez al-Sarraj, sa décision ? Oui, la décision de Fayez al-Sarraj a été motivée par cette double dynamique qui est en cours. D'abord, une dynamique interne. Il faut rappeler qu'il y avait
il y a toujours une grogne sociale à la fois à Benghazi qui a conduit à la démission du gouvernement de l'Est, M. Abdel Fni, mais aussi qui a conduit M. Haftar à donner beaucoup de pouvoir à ses proches lieutenants. On voit bien que Haftar aujourd'hui n'est plus donc en première position. Les Égyptiens ont joué un rôle très important. L'autre dynamique, c'est évidemment, il fallait absolument quand même donner des gages à la communauté internationale, mais aux Libyens. Et en démissionnant Sarraj, il s'inscrit dans cette nouvelle dynamique, qui est une dynamique très importante, positive, initiée à Montreux et qui va se poursuivre mi-octobre ici à Genève, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on appelle une nouvelle entité chargée d'organiser de nouvelles élections. Il va de soi que cette nouvelle entité, il n'y aura pas de place ni pour les hommes du passé de Benghazi, comme Abdel Fni ou M. Haftar, mais qui garde tout à fait son leadership militaire, ni pour M. Fayez Sarraj. C'est un arrangement d'ailleurs. Ce gouvernement, en principe, selon la ligne, la feuille de route, il sera installé à Sirte pour justement que Sirte ne soit pas un objet de conflit entre les deux, entre l'Est et l'Ouest, et le gouvernement, il aura à sa tête donc des nouvelles personnalités qui sont beaucoup plus représentatives, c'est-à-dire réduire la composition du conseil présidentiel. Monsieur Sarraj, il partira. Évidemment, la question qui se pose, est-ce que le temps est suffisant d'ici fin octobre? D'ailleurs, vous avez bien entendu, donc, suivi l'intervention de monsieur Sarraj. Il conditionne son départ à la composition d'une nouvelle entité politique, c'est-à-dire un nouveau conseil présidentiel qui fait partie des résolutions à la fois de Skhirat, de l'accord de Skhirat des Nations Unies, mais aussi 2015. De la conférence, mais aussi 2015, mais aussi de la conférence de Berlin, c'est-à-dire qu'il y a une grande pression, ce qui explique d'ailleurs cette semaine, on aura le nom, soit le Bulgare, où il y a une forte opposition contre sa nomination, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies donc pour le conflit israélo-palestinien, sinon l'ancien ministre des Affaires étrangères, donc Ghaниenne, qui est la représentante des Nations Unies et qui est la candidate de l'Union africaine pour succéder à M. Ghassan Salamé. Donc il y a une accélération des événements et la démission de M. Sarraj s'inscrit dans cette nouvelle dynamique. Vous y croyez, vous, à ce grand changement à la tête de la Libye, Rumiana Ogarczynska, vrai ou faux départ? Alors je suis très sceptique et je pense que c'est un faux départ. Et ce départ, d'ailleurs, M. Sarraj nous l'a plus ou moins annoncé il y a un mois déjà, en disant qu'il était prêt à céder le pouvoir dès qu'il y aura un nouveau gouvernement d'union et qu'il appelait à des élections pour cela dès le mois de mars, de façon à résoudre cette crise où il n'arrive pas à se mettre d'accord, en fait, comment et qui va entrer dans ce gouvernement d'union. Alors le souci, quand on rentre dans cette phase de négociation en Libye, c'est que ça se transforme beaucoup en marchandage de pouvoir et qu'il y a beaucoup de candidats. Et là, on commence à avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord et ça dure. Je rappelle tout de même qu'avant d'arriver à l'accord de Skhirat fin 2015, les négociations entre les deux parties ont duré 18 mois. Et ces 18 mois étaient dus justement au fait que et les uns et les autres n'arrivaient pas à se mettre d'accord, mais qui sera Premier ministre, qui sera président du Conseil présidentiel, qui va être dans le Haut Conseil d'État, enfin bref. Donc, je suis très sceptique, d'autant plus que ceux qui mènent les négociations, et au Maroc, et à Genève, et ceux qui étaient à Montreux, sont très contesté, et par une partie et par l'autre. À l'intérieur du Parlement, on se demande mais pourquoi on a envoyé ceux-là négocier? Ils ne représentent pas tous les courants du Parlement libyen. Idem pour le Haut Conseil d'État à Tripoli, où la grogne monte. Beaucoup se demandent mais comment on a sélectionné ceux qui sont allés à Montreux pour écrire une feuille de route? Où est la transparence? On est encore en train de nous refaire Skhirat. Et je vous assure que de tous les côtés, les Libyens sont mécontents de la façon dont ça se passe et ils craignent à nouveau un Skhirat. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait échouer les tentatives de Ghassan Salamé pour la grande conférence de Ghadamès. Le fait qu'on ne savait pas qui allait se réunir, sur quels critères on avait choisi ces gens-là, qui allaient en quelque sorte nommer un nouveau gouvernement pour présider à une période de transition. Et comme vous l'avez vu, en Libye, les périodes de transition, ça peut être long. Il y a un problème de transparence, Général Trinquant, aujourd'hui dans ces négociations et dans l'évolution à court terme du sort de la Libye. Oui, alors sur les négociations, je partage tout à fait votre point de vue que vous venez d'évoquer.
pardonnez-moi, une façon un peu militaire de voir les choses. Au lieu de les enfermer dans un hôtel de luxe à Montreux ou à Genève, on les mettrait dans une ville un peu plus rustique, j'allais dire, avec des deadlines, on sort quand... les Scandinaves avaient une façon très bien de traiter. J'ai travaillé avec les Norvégiens. On allait dans un petit village en Norvège où il y avait une salle de conférence où on réunissait, on disait dans 15 jours on sort avec une issue. Et puis les gens travaillaient jour et nuit jusqu'à ce que ça sorte. Là, on a des gens contestables peut-être, qu'on installe dans des hôtels de luxe, qui trouvent que finalement c'est pas mal, ça peut durer 2 mois, 3 mois, pourquoi pas. Et à la fin, on sort un monsieur Sarraj, président, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, hein, un monsieur Sarraj qui est certainement très bien dans les cercles diplomatiques des hôtels genevois, mais qui, arrivé à Tripoli, se trouve être l'otage de milices qui, elles, ont les armes et qui, elles, tiennent le pouvoir. Donc je crois que dans ces négociations, il faut être un peu plus ferme, un peu plus dur, leur dire maintenant, ça suffit, vous êtes là, dans 15 jours, il y a un accord, et voilà le processus. Et je ne suis pas très sûr qu'on en soit à ce stade-là. Des dirigeants coupés du peuple, Hasni Abidi, c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre la vague de manifestations contre les conditions de vie actuellement en Libye. Non, 2 choses différentes. Il y avait une dégradation des conditions économiques et sociales en Libye, à l'est et à l'ouest. Évidemment, quand vous avez toutes les raffineries, les installations pétrolières qui étaient fermées ou une fois aussi aux mains des milices sécuritaires et qui dépendent bien sûr de Maréchal Haftar, la Libye a perdu à peu près 8 milliards de dollars, sans parler bien sûr de la mauvaise gouvernance à Tripoli comme à Benghazi. Et c'est ça un petit peu qui fait la grogne populaire. Donc nous avons des dirigeants qui sont contestés, en effet, par la population. En revanche, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, la conférence de Gdames, et ça c'est dans les déclarations de Ghassan Salamé. Ghassan Salamé disait que justement à la veille de la conférence de Gdames, avec le soutien de plusieurs États de la région, c'est là où le maréchal Haftar, contre toute attente, a lancé son offensive. Évidemment, ça a capoté la conférence. Ce qui se passe aujourd'hui à Montreux et à Genève, il faut rappeler une chose, c'est que tout a été fait entre l'envoyé spécial partante, l'adjointe, Mme Williams, et d'abord avec Gila Salah, le chef du Parlement de Tabrouk, et aussi avec M. Haftar, et avec, bien sûr, les dirigeants de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de choisir des personnalités. C'est ce qu'on appelle ici donc les membres du comité politique. Vous savez, à un moment donné, quand on a une crise, il faut absolument travailler avec ceux qui sont disponibles. Et le rôle de ce qu'on appelle la commission politique, après le succès de ce qu'on appelle le comité militaire 5+5, qui a réussi tout de même à composer des officiers de l'armée libyenne, de M. Haftar, mais aussi de l'Ouest, à geler donc les opérations militaires autour de la ville de Sirte et de Jofra. Donc on a pris des membres du Parlement, donc des représentatifs, évidemment, ils sont représentatifs avec les règles qui existent en Libye, et pour négocier, pour discuter des termes politiques et engager. D'abord, on a une mouture de constitution qui est bien avancée, mais aussi nous avons un projet des élections. Certes, le mois de mars est un petit peu court pour organiser des élections, mais il y a tout de même une dynamique par des personnalités. On les a organisées à Genève ou bien sûr ou à Montreux, mais il faut rappeler qu'il y avait plusieurs discussions en Égypte, mais aussi à Tunis, à Alger et récemment à Bouznika ou au Maroc. Je pense qu'il faut absolument un petit peu mise à jour un petit peu de nos informations sur la Libye parce qu'il y a des choses intéressantes. Dernier élément, si vous permettez, c'est que les influences. Nous avons une bonne volonté de part et d'autre de travailler, mais vous avez une multitude d'acteurs étrangers. Vous avez parlé de la Turquie, on parle des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, du Qatar, et la France, qui malheureusement en Libye ne joue pas un rôle brillant. Tout ça complique un petit peu la recherche d'une solution. On va évoquer la multiplication de ces initiatives. On se demande notamment si ça parasite pas aussi un peu le dialogue interlibyen. Ce sera le thème de la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous. Débat du sort de la Libye alors que l'actuel Premier ministre Fayez al-Sarraj l'annonce. Il quittera le gouvernement d'union nationale d'ici la fin octobre. Avec à mes côtés Roumiana Ogarczynska, journaliste spécialiste de la Libye ici en France, avec également le général Dominique Trinquant, avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, et avec Jean Marcoux, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul.
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est donc plongée dans le chaos politique. Deux autorités se disputent le pouvoir. Le GNA, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, reconnu par l'ONU, face à un pouvoir incarné, lui, par le Parlement de Sirte, ou également le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'Est et une partie du Sud. Les forces en présence tout de suite en images. 2015, les accords de Skirat au Maroc le propulsent Premier ministre. Fayez al-Sarraj, fort du soutien de l'ONU, forme un gouvernement d'union nationale qui, jusqu'à l'annonce de sa démission, n'aura jamais unifié la Libye. Mais son gouvernement se heurte à l'autorité du maréchal Haftar, établi à l'est du pays et qui contrôle l'armée nationale libyenne. De violents combats ont eu lieu entre les deux camps, qui désormais se partagent le pays. Un cessez-le-feu a été conclu en août dernier. Une instabilité à laquelle vient s'ajouter la menace terroriste. C'est ce qui a permis au maréchal Haftar de s'affirmer en homme providentiel aux yeux de certains pays. La Russie est son principal soutien. Moscou lui apporte son aide militaire. Les Émirats arabes unis ou encore l'Égypte estiment qu'il est le seul capable de repousser les djihadistes. En face, la Turquie soutient Fayez al-Sarraj. Ankara a même envoyé des soldats à Tripoli. Un jeu d'alliance en Méditerranée qui crée des tensions. Récemment, Emmanuel Macron a condamné l'attitude de Moscou et Ankara. Notre Méditerranée est aujourd'hui le théâtre de conflits qui durent en Syrie, en Libye. S'ajoute désormais à tout cela le jeu hégémonique de puissances historiques qui cherchent à déstabiliser toute la région. Et le rôle de la Turquie comme de la Russie nous préoccupe à cet égard. Des pressions internationales qui pourraient expliquer la démission de Fayez al-Sarraj, qui désormais ne siégera plus lors des pourparlers. Jean Marcoux, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron dénonce le jeu hégémonique de puissance historique. Dans quelle mesure aujourd'hui la Turquie est-elle à l'origine de ce départ de Fayez al-Sarraj? A-t-elle des pièces de rechange? On évoque notamment le ministre de l'Intérieur. En fait, la Turquie est très intéressée par la Libye et par ce qui se passe justement à l'heure actuelle, parce que la Libye est entrée dans le jeu, en réalité, qu'elle joue en Méditerranée orientale, et notamment dans le contrôle de la Méditerranée orientale. Et donc, la Turquie s'est toujours présentée, en l'occurrence, comme un soutien à un gouvernement qui était soutenu par l'Organisation des Nations Unies, qui était le seul gouvernement reconnu. Le problème, c'est qu'après les offensives réussies, on voit bien effectivement que ce gouvernement aujourd'hui est un gouvernement divisé, est un gouvernement qui n'arrive pas à impulser une relance militaire qui était un peu attendue. Et donc, en réalité, on découvre que pour la Turquie, le jeu est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle, alors même qu'il est vital pour son influence en Méditerranée orientale, parce que je dirais que cette présence turque en Libye, elle a permis à la Turquie de contrer, en réalité, je dirais, la maîtrise de la Méditerranée orientale par les pays riverains de cette Méditerranée orientale, les autres pays riverains, et en particulier les pays producteurs de gaz, mais aussi le rival de la Turquie, qui est la Grèce. Et donc, effectivement, cette politique intérieure libyenne, que la Turquie apparemment maîtrise relativement mal, est un élément important de cette influence dont parlait effectivement Emmanuel Macron, de cette influence de puissance historique en Libye, mais aussi en Méditerranée orientale. On va écouter justement l'ambassadeur de Turquie ici en France, Ismail Hakim Moussa. Il était sur notre antenne il y a environ une heure, interrogé sur cet accord maritime signé à la fin de l'année dernière entre la Turquie et la Libye, en vertu duquel Fayez al-Sarraj, l'actuel donc chef du gouvernement, octroyait à la Turquie l'accès à des zones économiques pourtant revendiquées par la Grèce et par Chypre dans leurs eaux territoriales. Écoutez. La Turquie assume ce qu'elle a fait. Le gouvernement d'accord national a demandé de l'aide à tout le monde, un peu, 5 pays, dont la Turquie. 5 pays.
Il se trouve que nous avons répondu par l'affirmatif. La Turquie, oui, a assumé une responsabilité historique dans la mesure où elle a apporté le calme dans le pays. Pour ses intérêts économiques. Elle a apporté la stabilité dans le pays. Et bien sûr, nous avons signé un accord avec le gouvernement libyen qui leur permet de mettre nos forces armées pour travailler ensemble. Jean-Marc Koul, la Turquie, dès le début, avait en tête cet intérêt-là, celui de pouvoir accéder à ses eaux territoriales. Oui, je pense qu'il faut voir cet accord turco-libyen de novembre 2019 comme une sorte de contre-offensive au grand jeu qui était déjà en train de se jouer en Méditerranée orientale, parce que cette délimitation des zones économiques exclusives, à la fois de la Turquie et de la Libye, a permis en fait à la Turquie finalement d'isoler la Grèce à l'est finalement des zones de production de Méditerranée orientale, de tirer une sorte de corridor entre les réserves de gaz de Méditerranée orientale et puis la mer Égée qui est dominée par la Grèce. Donc, c'était véritablement une contre-offensive de la Turquie, je dirais, dans une Méditerranée orientale qui était en train de lui échapper, où elle était finalement complètement marginalisée par le biais des délimitations des autres zones économiques exclusives. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'à l'heure actuelle, la Turquie, finalement, est impliquée dans cette délimitation de la Méditerranée orientale, cette concurrence entre les zones économiques exclusives, puisque la Grèce a tenté de contrer finalement cette offensive libyenne en délimitant à son tour ces zones économiques exclusives avec l'Égypte. Or, cette délimitation de zones économiques exclusives, elle se fait exactement en tout cas en grande partie, sur des territoires, sur des espaces maritimes qui ont été délimités par la Turquie et la Libye. Et donc là, je pense que la Libye, c'est effectivement un élément très important dans, je dirais, la montée en force de cette puissance régionale qui est la Turquie, qu'on a déjà vu à la manœuvre finalement en Syrie avec 4 interventions militaires depuis 2016. Et le fait que la Turquie ait été capable non seulement de négocier avec ce gouvernement, de séduire ce gouvernement Fayez al-Sarraj, mais également de propulser finalement des troupes, des moyens en Libye, non pas simplement sur une zone frontalière comme la Syrie, mais également en Libye, montre effectivement les ambitions de la Turquie. Et donc, je dirais que ce qui se joue à l'heure actuelle en Libye est effectivement très important pour la Turquie. C'est une offensive dont on a pu croire qu'elle était couronnée de succès, hein, la présence turque sur le sol libyen. Vous dites pourtant, c'est une impasse, Général Trinquant. Oui, je dis c'est une impasse pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'objectif de Sirte n'a pas été atteint, et on se rend bien compte qu'il ne sera pas atteint. Le deuxième, c'est que on parle de l'armée turque. Parlons plutôt des djihadistes de la poche d'Idlib qui ont été importés, à peu près 12 000. Hein. Et aujourd'hui, les Libyens sont très nationalistes. Aujourd'hui, même les milices de Misrata, etc., n'apprécient pas du tout la présence de ces djihadistes. Donc, si vous voulez, ça va se terminer un peu comme on le dit à chaque fois, armée d'occupation, étrangers, etc., etc. Donc, je pense que l'offensive aventureuse, je classerai dans une offensive aventureuse du président Erdogan en Libye, l'amène aux limites de son action. Parce que sur la carte que nous voyons tout à l'heure, il faut bien voir qu'à côté, il y a l'Égypte, il y a Israël. Or, toutes les zones qui sont de gaz et de pétrole de là sont négociées par des accords. Il n'est pas question d'envoyer des frégates, des porte-avions ou je ne sais pas quoi pour s'emparer de ces choses-là. Le seul qui fasse ça, c'est le président Erdogan. Alors, il y a des difficultés sur les délimitations dans la mer Égée, c'est évident, mais ça se négocie. Ça ne se passe pas en envoyant des frégates. Et là, on le voit bien dans le discours de Mme van der Leyen hier, il a réussi à regrouper toute l'Union européenne autour de la Grèce et de Chypre, ce qui est quand même une performance. Donc je crois qu'il est arrivé un peu aux limites de ce qu'il voulait faire. Son intérêt est un intérêt de politique intérieure. Il doit regrouper l'électorat nationaliste parce qu'il a perdu déjà les élections à Ankara et en Istanbul. Et donc, Sainte-Sophie,
la Méditerranée, la Libye, ça fait partie des éléments qui doivent marquer l'électorat de M. Erdogan. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est un peu arrivé aux limites de ce qu'il peut faire. Nous allons voir, en revanche, ce qui va se passer dans les négociations actuellement sur la Libye. Hasni Abidi, la Turquie va-t-elle réussir à imposer, après Fayez al-Sarraj, Fatih Bashagha, l'actuel ministre de l'Intérieur, pour lui succéder, dont on dit qu'il serait très proche d'Ankara ? Oui, la Turquie a d'excellentes relations à la fois avec Misrata comme des dirigeants, soit des frères musulmans, soit d'autres formations politiques à Tripoli. Et je pense que la Turquie, avec la Russie, fait partie des 2 grands décideurs aujourd'hui en Libye. C'est tout. Vous avez un nouvel acteur, on a réussi à convaincre les Américains et l'entrée en force des Américains tout de même est très 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 importante. Elle a relancé non seulement la dynamique politique, mais aussi elle a mis fin un petit peu à ces hostilités autour de Sirte et Jafra. Mais le plus important, c'est les négociations en cours entre Moscou et Ankara. Vous savez, la Turquie, il faut un petit peu laisser de côté la lecture dogmatique et religieuse. C'est un État qui est très réaliste. Il a des intérêts nationaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye. La Turquie a 2 bases militaires très importantes. Elle a évidemment plusieurs accords, les accords économiques, des accords militaires très importants. Il faut rappeler que l'accord justement avec la Libye sur la délimitation des zones exclusives a fourni quand même une couverture légale à l'expansion et à l'expansionnisme turc dans la région et au-delà. C'est-à-dire que ça permet finalement à la Libye une bonne durabilité. Et aujourd'hui, on voit que la Libye, évidemment, renoue avec l'Égypte. C'est très important, c'est-à-dire finalement que la ligne rouge tracée par le maréchal Sissi, ne pas franchir Sirte et Jafra et essayer de trouver un arrangement. Et on voit bien que l'Égypte, les Émirats arabes unis aussi, ont exercé une pression qui a donné ses fruits sur le maréchal Haftar, que l'on entend moins aujourd'hui. Et on a donné plutôt la parole à un autre, c'est-à-dire le président du Parlement du Tobruk. Donc ça bouge aujourd'hui en Libye. Et la Turquie, finalement, ce qu'elle a cherché en Libye, elle l'a réalisé dans la mesure où elle paraît aux yeux de certains Libyens, bien sûr, comme le sauveur, l'État, le seul État qui a sauvé le gouvernement de la Ligue reconnu par les Nations Unies, donc d'un assaut de l'Est et de Maréchal Haftar. Hasni Abidi, vous évoquiez le président du Parlement de Tobrouk, Parlement élu mais en exil, Aguila Salah, enfin en exil, non, en tout cas pas à Tripoli où il devrait siéger. C'est lui qu'on va voir de plus en plus dorénavant et non plus le Maréchal Haftar, d'après vous ? Oui, absolument. On le voit d'ailleurs en Égypte, c'est l'interlocuteur de Maréchal Sissi. Il y a très peu, je vous donne une histoire, un rédacteur en chef d'un journal égyptien a fait une longue interview dans un grand journal que vous connaissez, Al-Ahram, et cette interview a été empêchée d'être publiée. Et pourtant, elle a été lancée dans la maquette. Donc les autorités égyptiennes, un peu excédées par le Maréchal Haftar, mais aussi les Égyptiens veulent absolument avoir des arrangements avec la Turquie. Donc on donne un petit peu sa chance à une solution politique. Ce n'est pas le maréchal Haftar qui va incarner, mais c'est plutôt Aguila Salah, puisqu'il s'agit d'une étape de transition. Mais attention, ça ne signifie pas pour autant la fin de maréchal Haftar. C'est maréchal Haftar qui tient, en tout cas qui tient la rue à l'est, mais aussi qui a des pouvoirs importants au sein de cette armée nationale libyenne, qui est en fait une formation des anciens kadhafistes, mais de nouveaux officiers déçus un petit peu par l'Ouest, mais d'autres éléments. Donc Maréchal Haftar a un rôle à jouer, mais la période actuelle, c'est plutôt pour des nouvelles volontés pour essayer de trouver une issue à cette impasse politique et militaire. Rumiana Ugarczynska, Hasni Abidi évoquait le rôle des États-Unis, l'engagement nouveau des États-Unis en Libye. L'américaine Stephanie Williams, en tant que représentante spéciale de l'ONU par intérim, va-t-elle réussir là où le Libanais Hassan Salamé a jusque-là échoué ? Stephanie Williams est en poste depuis un moment. C'est elle qui était la conseillère politique de Hassan Salamé. Jusqu'à présent, elle n'avait pas réussi. Alors, il y a, je dirais, un frémissement du côté des États-Unis, mais ce frémissement s'est d'abord manifesté par le fait qu'ils ont laissé faire la Turquie. Parce que la Turquie qui est allée en Libye, elle n'y va pas tant pour sauver la Libye ou le gouvernement d'union nationale, elle y va pour ses intérêts, pour sa stratégie, qui concerne la Méditerranée orientale, mais qui concerne aussi l'Afrique.
parce que l'accord qui a été signé avec la Libye n'est pas le seul. Il y a un accord avec le Tchad militaire, il y a un accord avec le Soudan, il y a un accord avec la Côte d'Ivoire, tiens. Il y a même un accord qui vient d'être signé avec le Niger, pays voisin du sud de la Libye. Donc on voit bien que c'est une stratégie dans laquelle la Libye est une sorte de porte-avions des sables qu'ils ont utilisé, où ils ont installé des bases militaires extrêmement puissantes. Et personne ne pose la question, mais quand vont-ils partir? Donc, visiblement, en tant que pacificateurs, ils ont fait ce qu'ils ont fait à Chypre. Ils sont intervenus en 1974 en disant « Nous sommes pacificateurs, nous intervenons parce qu'il y a un coup d'État ». Et ils sont restés. Et l'ONU n'arrive pas à résoudre ce problème depuis 1974. Donc là, on est encore une fois dans cette configuration. Effectivement, les États-Unis pourraient régler le problème, mais Mme Williams s'en va en octobre, c'est certain. Il y aura un nouveau envoyé spécial des Nations Unies. On parle beaucoup du diplomate d'origine bulgare, M. Nikolai Mladenov, qui a été envoyé spécial de l'ONU en Irak, qui est actuellement envoyé spécial au Moyen-Orient et qui visiblement est apprécié par les États-Unis. Un mot peut-être aussi de la France, parce qu'on se demande, voilà, qu'a fait la France dans tout cela après avoir semblé soutenir la solution de la communauté internationale? On s'est orienté, semble-t-il, vers le maréchal Haftar. Est-ce que la France a perdu son pari? Et puis la Russie aussi, parce que parmi les puissances qui ne sont pas des puissances régionales, en tout cas pas dans cette région-là du globe, est-ce que ces deux pays n'ont pas perdu le pari du soutien à Haftar? Pour la France, bien sûr. Un mot sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier le calendrier électoral américain. Le président américain est en train de faire une succession de coups de bluff. Ça a été le Kosovo, hier ou avant-hier, c'était les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et là, d'avoir quelque chose sur la paix en Libye avant l'élection qui est au mois de novembre, donc là, on a le mois d'octobre, mais il est familier de la Blitzkrieg. Peu importe ce qui se passe derrière, l'affichage. Et donc pour un affichage dans lequel les États-Unis ont laissé tout ce marasme et d'un seul coup, tel Zorro arrive et sauve la situation, c'est assez dans son style. Donc, en donnant ce qui t'a donné satisfaction aux Turcs, par exemple? L'essentiel, c'est d'être élu. Donc, n'importe quoi, des gens autour d'une table avec un drapeau américain, avec un drapeau libyen, montrant qu'il y a un accord qui ne durera peut-être pas 15 jours, c'est l'essentiel pour lui. Maintenant, pour revenir à la France, c'est vrai que la France a joué un peu écartelé, entre d'un côté Tobrouk et le soutien du maréchal Haftar et de l'autre côté Tripoli. La France a joué un peu les deux tableaux. Mais devant l'échec militaire, évidemment, la France est revenue en arrière, je crois à juste titre. Maintenant, elle laisse faire un certain nombre d'autres intervenants qui ont plus de poids. On parlait tout à l'heure de la Russie, on parle peut-être des États-Unis, de l'Union européenne avec les Allemands. La réunion était à Berlin, il faut s'en souvenir. Les Italiens, parce qu'il y avait toujours des bisbilles entre les Italiens et les Français. Sarraj depuis voilà, le gouvernement. Donc je pense que la France est revenue à juste titre un peu en arrière et elle laisse faire à juste titre parce qu'elle a un peu brouillé les cartes pendant, disons, 1 an et demi. Pour la Russie, la Russie a perdu des plumes dans cette affaire où aujourd'hui le gel des positions fait qu'elle a de quoi négocier avec la Turquie finalement. Elle a perdu Alors sur le plan militaire, si vous voulez, elle participait à l'offensive sur Tripoli, ça a été un échec. Mais en revanche, l'impossibilité de prendre Sirte, elle le met à son bénéfice. Elle y a participé. Donc voilà, je crois que M. Poutine est un grand pragmatique sur ces affaires-là. Il va bien arriver à tirer les marrons du feu pour la Russie. Merci Général Trinquant, c'est la fin de ce débat. Merci également à Roumiana Ougarczynska, à Asni Abidi ainsi qu'à Jean Marcoux qui était avec nous. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.